Alors Sun Tzu avait absolument tout compris aux organisations agiles et c'est ce que je vais tâcher de te démontrer avec le résumé du chapitre 5 de l'art de la guerre de Sun Tzu lui-même. Ce chapitre il s'intitule de la contenance et moi je l'ai découvert et redécouvert en écoutant l'audiobook dont je te mets le lien en description. Un audiobook c'est plutôt cool, ça va te permettre de repasser, faire la vaisselle, aller courir, aller au travail en marchant et d'écouter un livre par mois minimum avec l'abonnement Audible. Et donc du coup, n'hésite pas à aller voir ce livre-là. L'audiobook de Sun Tzu, de l'art de la guerre, dont je t'ai mis le lien en description, il est plutôt cool parce qu'il s'écoute bien. Parfois, on a des speakers qui sont pas très bons. Là, il se trouve que c'est plutôt sympathique. Après, j'ai cette version du livre que j'ai utilisé pour te faire les différents résumés de cette série. Et l'avantage, c'est qu'il est plutôt bien commenté, avec pas mal d'annotations, mais peut-être un peu plus difficile à lire. Bref, à toi de te faire ton choix. Donc, ce que je te propose, c'est on rentre dans le résumé rapide du chapitre pour te donner les éléments clés et ensuite on va voir comment est-ce que tu peux tirer profit de tous ces éléments-là qui s'appliquent plutôt pour une armée, mais cette fois-ci on va l'appliquer dans ton cadre professionnel, dans le cadre professionnel des active workers dans une deuxième partie. Alors, le résumé du chapitre. Donc ce chapitre, il s'intitule donc de la contenance ou de l'énergie et ce qui nous explique Sun Tzu, c'est que conduire une armée, c'est la même chose qu'elle soit petite ou grande. Le tout, c'est de bien structurer les choses et d'être capable de former les différents généraux. Il va falloir être capable de connaître le nom et les talents des hommes qu'on a à sa responsabilité et aussi de faire en sorte qu'ils se sentent en sécurité ou en tout cas convaincus qu'on a l'objectif de conserver leur sécurité et de les aider vraiment à ne pas aller au combat pour rien et qu'on soit capable quelque part de se sacrifier pour eux, en tout cas de s'engager pour eux. Ensuite, pour Sun Tzu, il y a deux manières de remporter la bataille. D'une part avec des forces directes, c'est l'engagement dans le combat, c'est la bataille. Et puis des forces indirectes, ça c'est plutôt essayer de faire plier l'adversaire par le jeu des décisions, par la politique, par la bataille mais contourner la bataille invisible. Donc pour lui, c'est vraiment une stratégie qui va se résumer comme ça, attaquer à découvert, mais être vainqueur en secret. Donc il y a ce qui se fait au grand jour et ce qui se fait en coulisses. Et pour lui, en fait, en combinant ses forces directes, ses forces indirectes, ça donne une combinaison infinie pour gagner les batailles. Et dans l'art de la guerre, systématiquement, on a toujours des mouvements qui vont demander des choses apparentes et puis des choses qui seront secrètes. Et pour lui, enfin, la capacité à gagner à gagner la guerre, ça va être aussi d'être capable de profiter d'une situation et d'être capable de mettre en mouvement son armée, même si parfois on est en position de faiblesse. Et justement, cette capacité à passer à l'action, même dans un cas difficile où les gens peuvent être démotivés, le bon leader, le bon chef de guerre, il va être capable de retourner cette situation et de faire preuve de ce qu'il appelle de la puissance. La puissance pour lui, c'est une faculté de réduire en acte tout ce qu'on va proposer en idée. Donc c'est de passer de l'idée à l'action et être capable de vraiment amener son armée dans la victoire, en sachant qu'il insiste sur le fait qu'un commandant habile, il va rechercher la victoire littéralement dans la situation par rapport au contexte qui lui est proposé, mais il ne va pas l'exiger de ses subordonnés. Il va voir le contexte, voir les forces qu'il a en présence et essayer de déterminer une victoire, mais il ne va pas forcément remettre toute la responsabilité sur ses subordonnés. Et encore plus loin, Sun Tzu il nous dit que le chef de guerre, ce qu'il doit faire, c'est de réussir à déplacer l'ennemi grâce à la situation et à la contenance de son armée. Voilà. Donc ça, c'est les enseignements de ce chapitre qui peuvent paraître un petit peu théoriques, un petit peu lointains de nos problématiques de cadre, de manager, d'active worker. Donc ce que je te propose maintenant dans cette deuxième partie, c'est voir quelles leçons on peut en tirer. Donc la première leçon, c'est que pour manager une équipe petite ou grande, il faut connaître les uns et les autres, leurs forces, et c'est le boulot d'un manager que d'être capable de vraiment savoir comment tirer profit au mieux de son équipe. Mais c'est aussi important pour un cadre qui n'est pas forcément manager de connaître ses différents interlocuteurs dans la boîte, de connaître les forces des uns et des autres, parce qu'à tout moment,
tu peux être en position de devoir leader un projet et de devoir avoir besoin de solliciter les uns et les autres. Si tu connais les forces de tes camarades, les forces de tes collègues, les forces de tes chefs, les forces des gens qui sont inférieurs à toi dans la hiérarchie de la boîte, bah, tu vas pouvoir solliciter les forces des uns et des autres en cas de force majeure. Donc, c'est important dans un cas comme dans l'autre. Ensuite, il y a un point intéressant que j'ai noté, que j'ai pu voir moi à l'œuvre par des managers que je respecte beaucoup, c'est la capacité en fait à être capable de se mettre dans le même bateau que son équipe et être capable de potentiellement sonder son équipe quand on a une difficulté, de dire bah tiens toi qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, comment est-ce que ça se fait qu'on se retrouve dans cette situation difficile et être capable de faire remonter des informations du terrain et être capable de faire une synthèse pour montrer qu'on comprend le problème mieux que son équipe. Et ça, quelque part, c'est un peu comme si tu comprenais mieux la difficulté, enfin, tu étais capable de montrer à ton armée, à tes soldats, que tu comprends mieux la difficulté dans laquelle ils se trouvent que eux-mêmes. Et ça procure un sentiment d'appartenance à la fois aux gens et en même temps un sentiment du fait de je suis compris par mon manager et donc bah, il va sans doute prendre la meilleure décision dans mon intérêt. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fort parce que ça peut d'abord permettre de motiver les gens dans un sentiment d'engagement, mais aussi permettre aux gens de se livrer et de livrer leur peur, de ne pas avoir peur de partager les choses. Là où si tu fais régner un climat d'autorité, un climat de peur, les gens peuvent avoir peur de partager justement leurs difficultés. Et du coup, bah, toi, en tant que manager, en tant que chef de guerre, tu vas naviguer à vue, tu n'auras pas la vue du terrain, tu ne seras pas capable de comprendre quelles sont les difficultés. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, cette histoire d'exercice public versus l'exercice secret, bah en fait, on le voit au quotidien dans l'entreprise. Il y a des rituels, il y a des réunions, il y a des choses qui sont officielles et souvent dans ces réunions-là, ce n'est pas le lieu de livrer toutes les batailles. Les batailles, elles se livrent parfois aussi en secret parce que les réunions, ça se prépare et c'est beaucoup plus intéressant d'arriver, d'être beaucoup plus détendu plutôt que d'avoir des joutes verbales qui sont inutiles dans les réunions et Dieu sait qu'on peut en voir parfois de manière inutile. Donc un bon chef, ça va être quelqu'un qui va être capable de renverser la situation, utiliser, transformer aussi une idée en action. Ça c'est intéressant à la fois pour mettre en mouvement ton interlocuteur, mettre en mouvement le contexte. Tu peux avoir quelqu'un qui est réticent à bouger, à changer dans l'entreprise, et ben, tu vas faire de la conduite du changement pour essayer de le motiver à changer. Mais si lui ne veut pas bouger, tu peux aussi réussir à modifier son contexte, modifier les gens qui sont autour de lui et le faire bouger malgré lui. Voilà. Et donc ça, quelque part, c'est vraiment la notion d'agilité auquel on touche ici. C'est que le premier principe de l'agilité, j'en avais fait une vidéo à l'époque sur l'erreur principe que tout le monde fait dans l'agilité, c'est que les interlocuteurs et les personnes compte beaucoup plus que les processus et les outils, que les règles, que le statut, que la responsabilité. Quand tu vas parler aux gens, quand tu vas comprendre ce dont ils ont besoin, c'est là que tu vas pouvoir les mettre en mouvement. Et le dernier point intéressant que je trouvais dans cette vidéo-là, c'est si on oublie la métaphore de l'armée et de l'équipe, cette comparaison plutôt entre l'armée et l'équipe que tu pourras avoir dans ton entreprise, mais que tu considères que l'armée c'est toi et que quelque part tes ressources ça va être ton temps, ça va être ton sommeil, ça va être tes capacités physiques, ça va être tes capacités cognitives. Le fait de pouvoir manager toutes ces capacités-là et les faire se mouvoir de manière unique et de manière unie, c'est ça qui va parfois te permettre aussi d'être efficace sur tes tâches. Et on peut y voir du coup ici un chapitre qui nous invite à bien gérer son énergie, à être capable de mettre son focus, sa concentration au bon endroit et à ne pas se disperser et à ne pas avoir un corps quelque part qui se disperse en dépensant trop de sommeil à un endroit, dépensant trop d'énergie dans un autre endroit. Et voilà, c'est très important pour pouvoir être un active worker focus et successful. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, que tu as pu apprendre des choses. N'hésite pas à me dire ce que tu penses toi en commentaire de ce parallèle, des différents parallèles que j'ai pu faire entre l'art de la guerre et puis l'art d'être un bon active worker. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.